Bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et nous sommes en compagnie de l'économiste canadien le plus actif qui vient de passer de 25 à 30 heures de travail par jour. Eric, je n'arrive même pas à croire que nous ayons trouvé le temps de nous parler, ne serait-ce que 10 ou 15 minutes. Ce qui se passe avec les tarifs douaniers a pris une autre tournure et nous aimons toujours connaître vos pensées pour le bénéfice des investisseurs canadiens, ce à quoi ils devraient penser, comment devons-nous interpréter tout cela, quel est l'impact sur les prévisions de croissance, quelles sont les conséquences pour l'inflation et les taux d'intérêt. Je sais que vous êtes déjà bien occupé, alors nous ferons vite aujourd'hui. Vous avez probablement déjà fait quelques présentations aujourd'hui à différents groupes. Alors, les chiffres sont importants. Certains de ces droits de douane pour certains pays, mais peut-être pas autant pour le Canada et le Mexique. En même temps, nous nous attendions à quelque chose, nous pensions qu'il serait très fort au début et qu'il baisserait peut-être par la suite. Alors, comment en faire la synthèse de tout cela? Oui, pour commencer, quels que soient les efforts que vous déployez en tant qu'économiste de nos jours, vos résultats en matière de prévision ne sont pas excellents. Je ne pense pas que beaucoup de gens l'aient prédit. Hier, avant l'annonce faite dans le Rose Garden à 16 heures, je me demandais quel était le pire scénario possible, des droits de douane de 25% et plus sur le Canada et le Mexique. Quel était le meilleur scénario, des droits de douane de 10% ou quelque chose comme ça? Le scénario intermédiaire, bien sûr, se situe entre les deux. Apparemment, le Canada et le Mexique s'en sortent mieux que dans le meilleur des cas, ce qui, bien sûr, ne figurait pas dans les meilleures prévisions. Il est presque difficile de comprendre comment le Canada et le Mexique sont passés en l'espace de 24 heures du statut d'ennemi numéro 1 et 2 à celui d'ami numéro 1 et 2. Comme vous l'avez dit, le Canada et le Mexique semblent s'en tirer à bon compte. Beaucoup d'autres pays, cependant, sont frappés peut-être un peu plus durement que prévu. En fait, je dirais que si l'on se concentre sur les États-Unis, l'impact économique cumulé correspond à peu près à ce que nous avions prévu en termes de tarifs effectifs moyens. Il semble que pour l'instant, j'insiste sur ce terme, pour l'instant, le Canada et le Mexique soient moins touchés que d'autres pays. L'Union européenne est frappée par un tarif de 20%, le Japon par un tarif assez élevé de 24%, la Chine a atteint 54% si l'on ajoute les 20% appliqués plus tôt aux 34%. L'Inde est à 26%, la liste est longue et certains sont touchés de plein fouet. Tout le monde a compris d'où venaient ces chiffres. Il ne s'agissait pas d'une simple critique des taxes sur les ventes à valeur ajoutée ou des droits de douane appliqués aux États-Unis ou de toute autre chose de ce genre. Il s'agissait en fait de savoir qui a un excédent commercial et de l'excédent commercial avec les États-Unis divisé par le flux commercial total vers les États-Unis en provenance de ce pays. Et c'est en fait le chiffre qui explique le droit de douane. L'objection de base des États-Unis était la suivante. Comment se fait-il que tout le monde puisse nous vendre plus cher que nous leur vendons? Je ne veux pas dire qu'il s'agit d'une manière totalement inappropriée de procéder, mais ce n'est certainement pas la manière qui a été annoncée au moment de l'entrée en vigueur. Il est certain que les États-Unis subiront des dommages importants simplement parce que le taux effectif moyen des droits de douane américains augmente. Je vois un large éventail d'estimations, mais je dirais qu'il est de 15 ou 20%, ce qui est important. Dans ce scénario, l'économie américaine devrait donc croître moins rapidement, de l'ordre d'un point ou d'un point et demi de pourcentage au cours des prochaines années, ce qui est un coup dur. En outre, le niveau des prix devrait être sensiblement plus élevé, d'un point voire 2 points de pourcentage qu'il ne l'aurait été. Il s'agit d'un impact significatif pour les États-Unis également. Je dois dire que si nous prenons au pied de la lettre ce qui est apparu pour le Canada et le Mexique, nous nous disons que le Canada pourrait éviter une récession, ce qui semblait probable avec des droits de douane plus importants. À l'inverse, bien sûr, les perspectives sont un peu moins bonnes pour tous les autres pays, même si je m'en tiens à l'idée générale que la plupart des autres pays ne sont pas très exposés au commerce américain. Je ne voudrais pas minimiser la douleur d'un droit de douane de 24%, par exemple, auquel le Japon sera confronté, mais seulement 3% de ce que le Japon fabrique est vendu aux États-Unis. Il ne faut pas exagérer. Je vous laisse la parole dans un instant, Dave, mais je dirais que pour moi, la grande question est la suivante. Est-ce vraiment tout pour ce qui est du Canada ou y aura-t-il quelque chose d'autre? Et je ne doute pas que ce soit terminé. Oui, c'est vrai. S'agit-il donc du scénario le plus pessimiste partout ailleurs?
Mais aussi, est-ce que le scénario le plus favorable pour le Canada? Est-ce le pire des scénarios partout ailleurs avec ensuite un retour en arrière? Vous ne le voyez peut-être pas, mais je me trouve en ce moment dans notre bureau de Londres, au Royaume-Uni. Je me trouvais sur le parquet en train de discuter avec nos négociants en obligations et nos négociants en actions, alors que les marchés sont ouverts depuis plusieurs heures ici en Grande-Bretagne et qu'ils commencent tout juste à s'ouvrir au moment où nous enregistrons cette émission. Mais j'étais là, avec eux, à l'ouverture. L'un des traders est venu me voir quand il a aperçu mon épinglette du drapeau canadien sur mon veston. Et disons-le, nous recevons beaucoup d'amour et d'affection lorsque nous arborons nos drapeaux canadiens à la boutonnière. Nous nous promenons, une bande de Canadiens à Londres. Alors, il me demande, qu'allez-vous faire avec tous les Américains qui vont traverser la frontière pour acheter leur iPhone et leur Samsung Galaxy chez vous, si le prix est de quoi, 50 à 80% plus élevé? Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment. L'un des conseillers me disait qu'il y a une méthode à sa folie et peut-être une folie à sa méthode. Vous dites donc que l'une des surprises est que l'on peut faire le calcul, peut-être travailler à rebours avec les mathématiques et comprendre comment on en est arrivé à ces chiffres. Mais nous ne savons pas si ces chiffres seront les mêmes à long terme. Alors nous sommes donc en présence de quelque chose d'un peu fou et nous ne savons toujours pas comment tout cela va se dérouler. Oui, c'est tout à fait exact. Je le répète, d'un point de vue canadien, le Canada n'est pas complètement tiré d'affaire. Reconnaissons que, par exemple, tout ce qui n'est pas conforme à l'ACEUM est actuellement soumis à des droits de douane de 25%. À la surprise générale, le 6 mars, il a été révélé que 60% des échanges commerciaux entre les deux pays n'étaient pas conformes à l'ACEUM. Bon, il s'agit en grande partie d'une question de paperasserie et les entreprises ont donc fait en sorte que ces éléments soient conformes. Je n'ai pas entendu beaucoup de gros tollés sur les flux réels qui se heurtent à des droits de douane de 25%. Mais il y a un droit de douane sur un ensemble de produits en provenance du Canada, potentiellement 25%. Les droits de douane sur l'acier, l'aluminium sont toujours en vigueur. Ils touchent le Canada plus que tout autre pays. C'est également une source importante de douleur. Les droits de douane de 25% sur les automobiles, du moins à l'heure où nous écrivons ces lignes, ont commencé ce matin à minuit. 5 heures du matin pour vous. Quoi qu'il en soit, ils sont en vigueur dans la mesure où la valeur ajoutée américaine est exclue, toute valeur ajoutée canadienne. Vous n'expédiez pas ces pièces et ces voitures au Canada sans raison. Cette valeur ajoutée canadienne est soumise à un droit de douane de 25%. C'est donc toujours un gros problème pour le secteur automobile. Par ailleurs, il a été clairement établi que des droits de douane seront appliqués au secteur du cuivre, de la foresterie, des produits pharmaceutiques, et un certain nombre d'entre eux, comme la foresterie, mais aussi un nombre, seront également concernés. Le Canada est donc touché, il ne s'agit pas d'une exclusion totale. La grande question est de savoir, comme vous l'avez dit, si les droits de douane seront appliqués aujourd'hui et ne le seront plus demain ou vice-versa. Quelle est donc la marge d'erreur? Honnêtement, nous ne le savons pas. Il est presque certain que tout ce que je dirai sera faux demain. C'est en tout cas ce qui s'est passé jusqu'à présent. Les experts se sont presque toujours trompés. Eh bien, je veux revenir dans une seconde pour savoir où nous allons à partir de maintenant. Je pense que j'ai une façon plus importante de formuler cette question, mais je veux y revenir. Je veux dire que ce dont nous avons parlé lors de notre première réunion sur les tarifs, je crois que c'était le 30 ou le 31 janvier, c'est de l'idée que si l'on regarde les secteurs au Canada, on peut déterminer où l'accent sera mis. Je vous entends à nouveau parler des secteurs où nous ne sommes pas exemptés, et c'est le cas. Il s'agit des automobiles, de certains sites agricoles, du bois d'œuvre, de l'acier, de l'aluminium. C'est là que nous pensions que l'accent serait mis, et c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Oui, je disais ce matin que si je m'étais couché le 5 novembre et que je m'étais réveillé aujourd'hui, j'aurais peut-être eu raison dans mes prédictions. Mais il y a eu des surprises en cours de route. Encore une fois, nous dirons simplement que je ne pense pas que les surprises soient terminées. On pourrait simplement dire que les surprises ont été constantes. Il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Encore une fois, il est difficile de comprendre que le Canada, le Mexique, soient passés d'ennemis numéro 1 et 2 à amis numéro 1 et 2 en 24 heures.
Je soupçonne qu'il y a un plan différent à venir. Dans le discours de la Maison-Blanche qui a annoncé ses tarifs réciproques hier, nous avons entendu des plaintes concernant les produits laitiers canadiens. Il est donc peu probable que l'histoire des droits de douane canadiens s'arrête là. Ce que je pense, c'est qu'il y a certainement un scénario très viable, à savoir l'accord commercial ACEUM, qui doit être renégocié. On ne sait pas exactement quand, ce pourrait être tout de suite ou bien comme prévu en 2026, mais je dirais que c'est plus tôt que tard. Il est probablement judicieux de mettre en place des droits de douane importants, ou du moins de menacer de le faire, à l'encontre du Canada et du Mexique, ce qui permettra aux États-Unis d'obtenir des concessions. Je continue de penser que les droits de douane de 25% qui ont été reportés, mais pas tout à fait annulés, doivent être encore tenus en compte. Encore une fois, je suppose que les États-Unis ne sont pas satisfaits de la sécurité des frontières dans un contexte nord-américain. Ils n'apprécient pas le niveau des dépenses militaires engagées par les pays, y compris le Canada. Ils n'aiment pas du tout la taxe sur les services numériques du Canada. Ils n'aiment pas les taxes sur la valeur ajoutée en général, qui ne s'appliquent d'ailleurs pas seulement au Canada, mais ils n'aiment pas non plus les monnaies bon marché. Le dollar canadien est plutôt bon marché. Ils n'aiment pas la gestion de l'offre, elle existe pour vrai. Ils se sont plaints de certains secteurs de services de type oligopolistique. Il est donc difficile d'imaginer que la conclusion nette de tout cela est que le Canada n'obtient pas de droits de douane. Je vais donc supposer qu'il y a encore de la souffrance à venir, mais je dirais tout de même que le Canada se porte beaucoup mieux qu'on ne l'aurait cru il y a 24 heures. Les risques de récession viennent donc de diminuer. Je ne suis pas sûr qu'ils aient complètement disparu, mais ils ont diminué. Et bien sûr, c'est une bonne chose. Dans une certaine mesure, la tendance est à l'inverse dans le reste du monde. Encore une fois, je pense que leur exposition est suffisamment limitée. Ils s'en sortiront, mais personne ne se réjouit de l'existence de tarifs douaniers élevés. Quant aux États-Unis, ils risquent d'être frappés de plein fouet. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une récession totale, mais des voix s'élèvent en ce sens. Il n'est pas inutile d'en parler. Pour que vous le sachiez, ici, nous sommes très favorables aux produits laitiers canadiens. Lorsque je voyage à travers le monde, la chose qui me manque le plus, c'est de ne pas boire mon lait canadien lorsque je suis sur la route pour mon lait et mon biscuit du soir. Il n'y a pas de meilleur lait au monde. Juste une parenthèse. Mais la question de la croissance, nous en avons beaucoup parlé, nous avons discuté avec certains des économistes et des principaux gestionnaires de placement, ici au bureau au Royaume-Uni ce matin, et l'accent a été mis sur la croissance américaine. Goldman Sachs s'est exprimé, ils ont augmenté leur risque de récession de 25 à 35 je crois. Quelques prévisionnistes britanniques l'ont fait passer de 5 à 25 Je sais que votre prévision est moindre que cela, mais vous commenciez à vous inquiéter, il me semble, la dernière fois que nous nous sommes parlé. Y a-t-il quelque chose qui modifie radicalement votre vision de la croissance américaine pour le reste de l'année? Oui, le risque a augmenté, c'est indéniable. Chaque fois que l'on revoit à la baisse les prévisions de croissance d'un pays, compte tenu des barres d'erreur de part et d'autre, une plus grande partie de cette barre d'erreur est désormais négative. Il est certain que le risque a augmenté. Le chiffre que nous donnions, un risque de récession d'environ 10% pour les États-Unis au cours de l'année à venir, nous l'avons porté à plus de 25%. J'insiste sur peut-être plus de 25%. J'ai du mal à penser qu'il s'agit de 50% ou plus. J'apprécie certainement le fait que les tarifs pèsent sur la croissance et qu'il existe un risque que les ménages et les entreprises s'arrêtent brusquement, ce qui permet de faire toutes sortes de scénarios. Mais de la même manière, toutes les modélisations que nous faisons ont vraiment du mal à dire que même un taux tarifaire moyen de 15 ou 20% aux États-Unis, ce qui je pense correspond à peu près à ce que nous sommes arrivés, serait totalement récessionniste. Plus de 85% de l'économie américaine est orientée vers le marché intérieur, la part des importations est relativement faible, les perspectives sont plus sombres et nous prévoyons maintenant une croissance du PIB inférieure à 2% cette année, l'année prochaine. Il se pourrait même qu'elle soit inférieure à ce chiffre. Mais j'aurais du mal à aller jusqu'à une récession. Je dirais que nous avons dépoussiéré certains indicateurs datant de l'époque de la pandémie, que nous cherchons des mesures en temps réel pour savoir si un effondrement est en train de se produire. Et ce n'est pas le cas aux États-Unis pour l'instant. Les demandes d'allocation chômage sont faibles. Certains indices hebdomadaires de l'activité économique semblent toujours avoir une tendance légèrement à la hausse. Nous avons entendu certaines compagnies aériennes se plaindre. Je pense le tourisme, le boycott pèse peut-être dans une certaine mesure, et peut-être que je sous-estime la mesure dans laquelle les Américains se serrent un peu la ceinture et font moins de voyages. Mais en général, je dirais qu'il y a moins de croissance, potentiellement en particulier avec l'incertitude élevée de ces derniers temps, notamment moins de croissance économique. Oui, c'est vrai. Nous parlions ici de la bonne santé des consommateurs. Nous en parlerons lors de notre émission sur le rapport sur l'emploi du vendredi. Et en fait, ce sera la semaine prochaine, si je ne m'abuse.
Nous l'avons un peu devancé déjà cette fois-ci. La prochaine fois que nous parlerons du marché du travail, nous dirons qu'en raison de l'évolution de la politique d'immigration, le marché du travail est susceptible de se resserrer. Il y a donc une pression à la hausse sur la croissance des salaires. L'inflation est probablement un peu plus élevée, mais les gens ont de l'argent dans leur poche et le consommateur reste fort. C'est ainsi que l'on peut faire la somme de tous ces éléments. Comme vous l'avez dit, il est difficile d'arriver à une récession, mais ce n'est évidemment pas impossible. C'est ce que l'on pense. Nous verrons donc comment les choses se déroulent, évidemment, et nous avons connu tant de rebondissements. Ce n'est peut-être pas le dernier, certainement pas, mais en l'état actuel des choses, c'est ce que nous pensons de mieux. Éric, je pense, comme nous l'avons dit, que les prévisions sont virtuellement impossibles et il semble que ce soit presque à dessein. Gardons tout le monde sur le qui-vive, gardons tout le monde dans l'expectative quant à ce qui va se passer, ce qui, encore une fois, semble être de la folie. Mais il y a une méthode à cette folie. Mais si je suis un investisseur au Canada et que je regarde mon portefeuille d'obligations et d'actions, quelle que soit l'évolution de la situation, qu'est-ce que je peux bien penser aujourd'hui? Lorsque je me réveille et que je vois ces tarifs douaniers et la façon dont les marchés agissent, que pensez-vous que je devrais penser en tant qu'investisseur? Je dois dire que d'un point de vue régional, le Canada semble soudain un peu plus attrayant qu'auparavant. C'est peut-être la conclusion la plus évidente, même si, avec cette mise en garde, ce n'est probablement pas le mot de la fin. Néanmoins, je pense que le fait que le Canada n'ait pas subi le coup le plus dur aujourd'hui est révélateur. C'est donc prometteur. D'une manière générale, je dirais que si l'on est audacieux ou prêt à tolérer un peu d'incertitude, il y a des opportunités qui se présentent lorsque les marchés baissent. Je ne veux pas dire par là que le marché américain, les marchés internationaux ou le marché canadien ont nécessairement terminé leur déclin, mais ils sont néanmoins en vente par rapport à ce qu'ils étaient il y a quelques semaines. Les placements échelonnés ne sont pas une mauvaise idée, même s'il pourrait y avoir une nouvelle baisse. Il s'agit donc d'un élément essentiel. Je pense que dans la mesure où nous observons des mouvements significatifs sur les marchés internationaux, je me demande s'il ne s'agit pas de réactions excessives personnellement, dans la mesure où, encore une fois, les dommages causés par les droits de douane ne sont peut-être pas si importants que cela pour certains de ces pays. Cela dépend du secteur automobile européen qui est bien sûr très exposé, mais en général, je pense que beaucoup de secteurs vont s'en sortir à l'échelle internationale sur cette base. Bien sûr, ils sont tellement moins chers que certains autres marchés. Ce que je dis, c'est que sur un certain nombre de fronts, je serais toujours intrigué, peut-être attiré par certains de ces marchés d'actions internationaux en particulier. Et puis, bien sûr, il faut toujours se rappeler que la raison pour laquelle nous avons des obligations et des liquidités dans notre portefeuille, à côté des actions qui sont souvent plus performantes, c'est qu'elles nous servent de lest. Ainsi, lorsque le marché boursier est en baisse, votre portefeuille d'obligations se maintient probablement assez bien dans la mesure où des opportunités évidentes et flagrantes se présentent. Il est bon de disposer d'un peu de liquidité pour pouvoir les déployer. C'est donc le moment d'avoir un portefeuille qui n'est pas trop éloigné de l'équilibre afin de pouvoir profiter des opportunités qui se présentent. Bien sûr, nous sommes des investisseurs actifs. Je ne pense pas que je dirais que nous célébrons ou que nous nous réjouissons de la volatilité, mais il y a néanmoins des opportunités qui se présentent à des moments comme celui-ci pour tirer profit des mouvements. Nous faisons tout notre possible en ce moment, bien sûr, pour y parvenir. Il y a quelques semaines, nous avons reçu Sarah Riopel qui avait augmenté la position en action de son portefeuille, un petit coup de pouce, un ajout de 1%. Nous lui avons demandé pourquoi elle le faisait maintenant. Elle nous a répondu que nous avions perdu 10%, alors nous pensons qu'il y a une opportunité de se déployer un peu. Je l'ai vue quelques jours plus tard et j'ai commencé à me réjouir. Elle m'a dit de ne pas me réjouir tout de suite. Ne vous réjouissez pas tout de suite parce qu'avec tout ce qui se passe, nous pourrions redescendre. Alors maintenant, nous redescendons et nous grignotons peut-être un peu plus. Et puis, on regarde du côté des obligations. Elle a ajouté un peu d'obligations il y a quelques mois avec le Trésor américain à 10 ans, en hausse autour de 4,75%, je pense 4,80. Aujourd'hui, on passe sous la barre des 4%. Ce portefeuille d'obligations a donc fourni une assurance alors que vous cherchez à savoir où vous voulez vraiment intervenir du côté des actions. L'approche des placements échelonnés dont nous parlons depuis un certain temps semble toujours une bonne approche et c'est exactement pourquoi cette approche peut fonctionner en ce moment. Absolument. Je ne veux pas vous bousculer, mais nous sommes maintenant à 16 minutes de la prochaine réunion sur l'allocation tactique des actifs à laquelle je dois participer. Quoi qu'il en soit, il y a des opportunités lorsque les marchés bougent. C'est mon signal pour laisser partir l'économiste le plus actif et le plus occupé du Canada. Éric, merci comme toujours d'avoir pris le temps. Excellente mise à jour.
Vous aidez comme toujours les investisseurs de tout le Canada. Merci et bonne réunion. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.